fruitiers. Alors ça, c'est des fruitiers colonnaires. Donc comme son nom l'indique, ils ont une variabilité génétique qui fait qu'ils ne poussent qu'à la verticale. Ils ne vont pas prendre beaucoup d'ampleur, ils vont surtout pousser à la verticale, un petit peu s'étoffer. Donc c'est des fruitiers intéressants parce qu'en fin de compte, dans des petites surfaces, vous pouvez tout à fait les associer, voilà, et avoir des fruits. Alors vous n'allez pas avoir 50 kg de pommes, on est bien d'accord, voilà. Mais pour autant, alors vous allez retrouver à plusieurs endroits, je vais vous les montrer, voilà. En tout cas, je fais un test, on dit qu'ils ne vivent pas très longtemps. Donc lui, il a déjà 3-4 ans, donc on va voir ce que ça va donner. Cette année, il ne m'a pas fait de fruits parce que peut-être qu'il a aussi été victime des gelées tardives, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'intéressant à incorporer dans des jardins à petite surface. Alors juste derrière vous, vous avez un muret, voilà, et c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez voir dans ce jardin, il y a plein d'écosystèmes. Voilà. L'idée, c'est de multiplier les écosystèmes pour attirer le plus de biodiversité possible. Donc sur ce muret-là, forcément qui dit muret dit pierre, dit chaud, donc forcément il y a plein de lézards, ça c'est la première chose, mais surtout, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé à l'automne. À hauteur du muret, vous avez une immense longueur, enfin toute une longueur qui va jusqu'au bout là-bas, de fumier de cheval. Alors j'ai la chance d'avoir juste au-dessus un poney club, donc à l'automne je fais ma journée de convoyage de fumier de cheval. Je mets tout le fumier de cheval le long du muret, et l'automne va passer, l'hiver va passer, le printemps va passer. Donc vous voyez, au départ c'était à la hauteur du muret, maintenant ça a considérablement baissé. Et qu'est-ce que je fais donc dès le printemps, enfin dès le printemps, voilà, dès que je peux, vous voyez là j'ai mis des courges. Donc il va y avoir des courges qui vont pousser très bien dans le fumier de cheval et qui vont coloniser tout le secteur qui est autour. Quand l'automne arrive et que j'ai récolté les courges, j'ai à ce moment-là un super compost. Je le filtre, je le stocke si je ne peux pas l'utiliser, voilà, et je retourne chercher du fumier de cheval pour la saison suivante. Donc en fait, moi je fabrique mon compost sur une année pleine en utilisant les courges pour pouvoir faire une première utilisation de l'azote, parce que c'est un compost très azoté. Comme ça, quand je le remets dans mes cultures, certes il est fertile, mais il n'est pas hyper azoté. D'accord, donc... Voilà. Donc ça, c'est une pratique que je fais maintenant depuis plusieurs années qui fonctionne très bien, que je vous conseille. Et les bouteilles de plastique, c'est pour l'eau? Alors voilà, tout à fait. Donc pour le moment, le compost est gorgé d'eau, enfin le fumier de cheval est gorgé d'eau, donc pendant les prochaines semaines, il n'y a pas de souci. Mais dès que je les plante, je mets les bouteilles de plastique, ce qui fait que d'ici un mois, quand ça va commencer, sauf s'il pleut bien entendu, à être très sec, je peux à ce moment-là arroser directement au niveau des racines. Parce que le problème quand on arrose à la surface, c'est que l'eau a plutôt tendance à ruisseler, et donc on fait qu'un arrosage superficiel. Alors que là, l'eau va tout de suite descendre au niveau du système racinaire, à l'intérieur tout simplement du compost, et donc là, la plante en tout cas va pouvoir utiliser l'eau beaucoup plus, en plus grande quantité tout simplement, il y aura moins de pertes. C'est juste une bouteille. Juste une bouteille, moi j'ai pris des pots, alors le système des Zoya, qui sont extrêmement chers. Oui, ils sont beaucoup trop chers. Oui. Donc j'ai pris des pots en terre cuite, j'ai mis un bouchon de liège dans le petit pot, je les ai enterrés, j'ai la soucoupe au lieu d'être en dessous, je l'ai mise au-dessus, voilà. Et je remplis, j'ai une quinzaine de jours. Et donc je dispose mes plantes autour de ces pots. C'est très bien. Voilà. Ça tient une quinzaine de jours, ils font 18 à 20 cm. Super. Ah oui, donc c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe un peu derrière. C'est que vous retrouvez en fin de compte la même technique, c'est-à-dire un arbre fruitier. Donc là, il y a un grand mirabellier, il va falloir que je le taille. Il fait plaisir. Voilà. Donc un pommier et un deuxième pommier, et vous voyez en dessous, en fin de compte, tout doucement, si vous voulez que j'avais implanté une vigne, voilà, en train de prendre sa place. Commence à pousser là. Vous avez la groseille macro, qui là aussi prend sa place, de la rhubarbe. Alors la rhubarbe, elle pousse, alors ce qui est étonnant quand vous la mettez au pied d'un arbre, c'est que, en tout cas dans ce jardin-là, elle a toujours des feuilles. Et très tôt au printemps, elle monte en fleurs. Donc là, il va falloir que je trouve un moyen que je coupe un peu plus tôt. Pour le moment, je les laisse faire le temps qu'elles grossissent. Voilà. Mais c'est assez intéressant, c'est qu'elles ont rapidement colonisé le milieu, et je trouve que l'association arbre-rhubarbe est une association qui fonctionne bien. Voilà. Et là, vous avez également des mûriers qu'on va retrouver un peu plus loin, qui sont des mûriers qui ne sont pas les mûres sauvages, qui vous donnent des grosses mûres comme ça. Alors certaines ne sont pas très bonnes à manger, mais sont bonnes en confiture, et d'autres sont bonnes à manger. Voilà. Donc là pareil, l'idée c'est d'utiliser toute cette superficie là. Il faut savoir qu'en règle générale,
les muriers s'associent parfaitement aux arbres, puisque dans les forêts, là où vous avez les ronciers, c'est là où les jeunes pousses d'arbres vont se développer, puisqu'ils sont protégés des herbivores. Il n'y a aucun souci de compatibilité en termes d'association. Donc là, l'idée, c'est de reproduire en partie ce système-là et de faire en sorte tout simplement que le mûrier tout doucement colonise cette superficie-là. Et une fois que la vigne aura commencé à pousser dans l'arbre, j'aurai en fin de compte, sur ce secteur-là, j'aurai des mûres, j'aurai des groseilles, j'aurai du raisin et des mirabelles. Et la ça ne rébarbe. va pas nuire à l'arbre? Non, parce que... Alors, il ne faut pas le faire quand il est jeune. Enfin, en clair, je ne vais pas forcément mettre une vigne qui pourrait fortement le concurrencer quand il est jeune. Oui. Mais là, quand on voit la vitesse à laquelle il se développe, je me dis que le système racinaire est déjà parfaitement implanté et en profondeur. Il n'y a aucun souci, à mon avis, pour que ça coexiste. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, mais à l'origine, la vigne est une plante, on va dire, de milieu de type ripisylve. Donc normalement, elle poussait le long des rivières et elle grimpait sur les arbres. Ah bon? Ouais. C'est une plante grimpante. Voilà, c'est une plante très volubile, grimpante et qui normalement dans les milieux sauvages, alors il n'y en a quasiment plus, voilà, c'est une plante qui est clairement associée aux arbres le long des rivières. Voilà. Donc là vous avez cet exemple-là, vous en avez encore un ici, voilà. Donc là vous voyez que la vigne elle a déjà commencé, voilà, là, elle a grimpé. Donc voilà, vous retrouvez les fèves, vous retrouvez, on verra un peu plus là-bas, les fraises, vous retrouvez tout simplement les groseilliers. Il y a juste une petite contrainte, c'est qu'il faut au moins tous les 3-4 ans enlever un petit peu, tout simplement tailler un peu le fruitier pour que la lumière continue de bien passer en dessous. Et un mirabilier se taille? C'est une bonne question. Je ne l'ai pas encore taillé, mais je pense que ça On verra doit se l'année tailler. prochaine. Voilà. Oui, Il faut juste que je regarde comment. Voilà. Si, est haut, oui, ça là. m'interroge quand même. Il est grand. Il a quel âge? magnifique, Ouais. hein. Il a 6-7 ans. Et c'est toi qui l'as planté? Oui, il était haut comme ça quand je l'ai fait. Oui, non, c'est mon cocher qui est au comme ça. Voilà, donc il a poussé très très vite. Alors derrière vous, vous avez en fin de compte un autre élément. Dans ce jardin-là, vous avez vu, il y a un immense mur. Oui. Imaginez quand on est arrivé, on voyait que le mur. Aujourd'hui, on ne voit plus le mur. Voilà. Donc, il y a un principe en permaculture qui dit qu'il est important de faire d'une contrainte une opportunité. Donc la contrainte, c'est le mur, avec son ombre portée. L'opportunité, c'est que le mur est aussi un accumulateur de chaleur. Et donc ça permet aussi un certain nombre de plantes, dont notamment tout ce qui touche au mûrier, ils sont parfaitement à l'aise avec un mur. Oui. Voilà. Et on voit bien que les autres plantes autour aussi assez rapidement s'adaptent et vont être protégées notamment en hiver des vents dominants. Et ça c'est un point important. Donc il n'y a aucun souci. Moi mon obsession a été ces dernières années de faire en sorte que la végétation recouvre tout le mur de manière à plus loin. Voilà. Et donc là c'est une autre zone ornementale où vous avez à la fois le mûrier. Voilà, bon, je l'ai pas mal élagué l'année dernière, mais il est en train de repartir. Oui. Vous avez les ostas au sol. Oui, ils ne sont pas mangés. Voilà. Hein. Un petit peu, mais voilà. Donc l'osta qui est aussi une plante comestible. Ah bon? Donc les jeunes feuilles se mangent. Alors Et les fleurs sont... Moi j'aime beaucoup les fleurs d'osta. C'est un petit goût d'amande. Voilà, il faut juste enlever les petites bêtes qui sont dedans. souvent dedans. Comme Mais tout ce quand qu'on vous les récolte mangez, moi plus, j'aime bien. Moi j'aime bien Les manger les fleurs. Ouais, les fleurs c'est très bon. Les fleurs. Enfin moi je les trouve au goût, c'est très bon. Voilà, donc ça c'est une zone un peu plus ornementale. Et là on arrive dans la partie potagère. Alors, normalement en permaculture, on dit que le potager doit être juste à côté de la maison. Donc là vous voyez c'est tout l'inverse, il est à l'opposé de la maison. Alors la raison première, c'est qu'au tout début, quand j'ai voulu faire le potager, on va dire les 3 filles de la maison n'avaient pas forcément envie que je le fasse en sortant de la maison. Donc j'aurais dit, puisque c'est comme ça, je vais aller au fond du jardin, je vais faire ma mauvaise tête, je vais bouder. Donc je l'ai fait au fond du jardin. L'énorme avantage que cela a en l'ayant au fond du jardin, c'est qu'à chaque fois que je vais au potager, je suis obligé de passer par le jardin, d'observer ce qui se passe, et s'il y a besoin d'intervenir assez rapidement sur une ou deux plantes, je peux le faire tout de suite. Voilà. Alors, ce potager, vous allez le voir, il est structuré sous la forme de bacs de culture. Donc je l'ai fait sous forme de bacs de culture tout simplement parce qu'au printemps, en règle générale, quand j'ai le temps en tout cas, je mets des planches de polycarbonate sur les bacs de culture, ce qui me permet de faire démarrer un certain nombre de cultures plus tôt. La deuxième raison en fin de compte de ces planches de culture, ça me permet aussi d'identifier précisément ce que j'ai mis en règle générale dans chaque planche. Oui, Et si pour, une année j'ai envie de travailler sur les systèmes de rotation, je peux le faire. D'accord. Maintenant vous allez voir cette année j'ai fait complètement différemment, j'ai à peu près mis un peu de tout, n'importe où.
Bon, c'est pas grave, hein, c'est notre manière de tester les choses. Et l'autre chose aussi, c'est que je tiens un décompte précis de tout ce que je récolte. Voilà, hein, vous le verrez là-bas. Voilà, donc moi je peux vous dire sur les 5 dernières années ce que j'ai récolté dans mon jardin. Ah, c'est pour ça qu'il y a Voilà. le tableau. D'accord. Donc, ici, la structure que vous voyez, là, c'était pendant le premier confinement avec ma fille née. Voilà, maman, elle tournait un peu en rond. J'ai dit, bah tiens, j'aimerais bien qu'on fasse une structure dans le jardin. Donc, je voulais faire un tipi. Voilà. Et puis après, bah, on a fait un tipi. Chacun a fait le tressage. Donc, ça, ma fille a tressé là, mon épouse a tressé là. Et moi, beaucoup plus cartésien, j'ai fait le tressage. Voilà. Voilà, qui est là. C'est pour ça. Tout à l'heure, j'avais vu, je me suis dit, c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne, tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai déjà fait l'année dernière. Vous voyez qu'au pied, il y a des haricots grimpants. Quand on est à l'automne, tout est recouvert. Ah, génial. Voilà. Ah, bien, les cours. Donc, allez, fin juillet c'est au minimum là. Et fin août, tout est recouvert. Et donc, c'est très joli. Voilà, moi je trouve esthétiquement c'est très sympa. Voilà, et puis fin septembre, je récolte mes gros haricots hors du Rhin, jaunes hors du Rhin, voilà, qui sont des gros haricots très bons. Voilà, donc je vous le conseille. C'est des structures assez faciles, hein, vous voyez, c'est juste du fer à béton, après avec du bambou, mais après on peut utiliser d'autres éléments que vous réunissez au milieu, puis après vous tissez. Voilà, donc c'est quelque chose de très sympa. Tu enfonces assez profondément? Le fer à béton, ouais, j'ai bien enfoncé, on va dire presque à la moitié. Voilà, pour qu'il soit suffisamment bien ancré pour pouvoir supporter après les bambous et les torsions. Oui. Mais c'est pas facile à faire, je veux dire, il faut utiliser une échelle pour. Ah, bien sûr, il une faut échelle. un peu Oui. quand même. C'est vrai, j'ai une échelle, voilà, on l'a fait à deux, donc là c'était bien. Alors juste derrière moi, avant d'aller dans le potager, donc là c'est une autre approche. Donc vous avez les deux gros noisetiers qui sont là de manière historique. Donc il y en a un que j'ai complètement recépé. Donc recépé, c'est quand vous le coupez à la base et après il repart. Moi j'ai su ça dans les noisetiers. Lui je ne l'ai pas recépé. Par contre je l'ai bien taillé en haut. Voilà. Et donc moi le noisetier me sert plutôt dans ce jardin-là comme un apport de bois broyé. Voilà, que comme un apport de noisettes, qui sont très bonnes. Donc, je ne dis pas le contraire. Voilà, donc régulièrement, quand je suis un peu en manque de broyat, je vais couper quelques grosses branches, je les broie et je les épare. Voilà. Si j'ai pas la ressource, après si j'ai la ressource autrement, bien sûr, je me laisse tranquille. Donc voilà, et entre les deux noisetiers, au départ il n'y avait rien et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Là en fait, vous avez tout un fouillis de branches, un peu d'herbes tondues, tout le long du mur. L'idée étant là aussi de recréer un mini écosystème forestier avec des branches au sol pour permettre à pas mal d'insectes et d'autres animaux d'y trouver refuge, le gîte et le couvert. J'ai habituellement des hérissons dans le jardin et cette année je les ai pas vus. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis plusieurs années j'ai des hérissons dans le jardin. Et là vous voyez à nouveau, donc j'ai réintroduit 2 ou 3 noisetiers, mais eux franchement leur fonction c'est simple, c'est fais-moi de la branche, je taille, je bois. Voilà. Hein, donc j'en ai besoin en termes de paillage dans le jardin. Et puis entre vous voyez, j'ai intercalé à nouveau des fruitiers. Voilà, donc là il y a un autre colonnaire. Il y a ici il y a aussi un pommier qui est en pleine forme. Voilà. Vous avez bien sûr le mûrier et puis au pied, donc vous avez des pommes de terre. Voilà, que j'ai cultivé simplement sur but de tonte de gazon. Voilà, je les ai mis sur l'herbe et puis j'ai mis de la tonte. Et on voit qu'elles sont en train tout doucement de s'installer. Voilà. Vous avez également, tout simplement, là il doit y avoir encore un poirier, je pense. Voilà. Vous avez encore ici des fruits rouges. Vous avez ici un très beau groseillier macro. Voilà, ça y est, lui il est parti. Donc là, voilà, et là vous avez normalement un poivrier du Sichuan. Voilà, qui est en train de pousser. Donc l'idée, là, vous l'avez bien compris, c'est que, allez, on se donne encore 2-3 ans, vous allez avoir là une très belle haie qui sera essentiellement comestible. Et qui me masquera aussi. Le mur de grillage. Voilà, le fameux bois. Voilà. Et juste derrière, on y reviendra après, vous avez un gros tas de bois. Donc là, c'est ce que je ne peux pas passer au broyage, mais que j'entasse, année après année. Et pendant plusieurs années, j'avais un troglodyte qui venait nicher. À chaque fois que je le voyais, je me dis, mais t'es fou, tous les chats qui passent là. Mais il est venu 2-3 ans, donc voilà. Et là, pareil, quand j'ai besoin d'un peu de bois, j'en prends, mais autrement, je laisse délibérément tranquille pour pouvoir permettre aussi à tous les animaux qui ont besoin de bois mort pour pouvoir faire leur cycle, d'avoir un endroit où aller.
Du coup, avec les chats, entre le chat et d'un côté, tu mets des nichoirs pour les oiseaux, Oui, et puis de alors, l'autre côté, ça malheureusement, alors il faut qu'il y a des savoir, chats. enfin malheureusement ou heureusement, hein, dans ce jardin, il y a mon chat, qui n'est pas le plus dynamique, on va dire, mais il y a tous les chats du quartier, voilà, il y en a quand même beaucoup. Donc j'en ai au moins référencé 5 ou 6 minimum, voilà, que je vois régulièrement dans le jardin. Forcément, il y a de la prédation, hein, on va se dire les choses. Mais d'un autre côté, j'ai strictement aucun souci de mulot. Voilà, et j'ai pas de problème. Et de temps en temps, je le trouve malheureusement un tas de plumes. Alors je sais que c'est pas mon chat, c'est un autre chat, parce que lui, je l'ai jamais vu manger un oiseau, voilà. Bonjour. Mais pour autant, voilà, c'est présent. Et puis, je peux rien y faire. J'ai toujours aimé les chats, tant pis. Voilà, tant pis. La seule fois où j'ai été vraiment énervé, c'était il y a 2 ans. J'avais 3 jolies petites mésanges qui se sont toutes fait... voilà, tant qu'elles quittent le nid, qu'elles arrivent sur le sol, quick, voilà, c'était fini. Bon. En même temps, dans le coin, il y a une colonie de pigeons et de pies qui les boulottes aussi. Ouais. C'est les pies qui Les sont... pies, ouais, les pies. Alors maintenant, vous avez les bacs de culture. Donc, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Vous allez voir, par exemple, qu'il y a des choses qui peuvent paraître un peu surprenantes. Donc, vous avez ici, vous voyez des tomates qui sont bien parties. Et puis là, j'ai mes choux. Alors, les choux, j'ai beaucoup de mal dans ce jardin-là parce que j'ai les altises qui me les bouffent à longueur de temps. Donc, ce que j'ai fait cette année, je fais un test, c'est que j'ai laissé un peu les radis. Donc, je ne vais pas les manger. Légèrement montés, ils ont une double fonction. Les altises, si jamais il y en a, elles vont aller me bouffer un peu les radis. Et puis surtout au niveau des limaces, comme elles mangent aussi tout simplement les fans de radis, elles ont laissé un peu plus tranquille mes choux. Quand je vous parle des limaces, à partir du moment où vous avez un jardin paillé, les limaces sont très présentes. Oui. Donc c'est une vraie contrainte. Oui. Voilà. Je trouve que cette année, il n'y en a pas trop. Moi j'en ai eu beaucoup. Ah si, il y en a beaucoup. Alors, la fonction dans l'écosystème de la limace, c'est une fonction essentielle puisqu'elle va digérer la matière organique et l'expulser entre guillemets sous forme d'excréments qui sont directement assimilables par le système racinaire. Ouais, mais quand elle commence à manger les fraises et que j'en ai plus, il y a quand même concurrence. Oui, et puis les fourmis aussi. Voilà, les fourmis, moi, elles adorent les fraises. C'est une espèce d'ailleurs myrmicophile, la fraise. Donc voilà. Alors derrière, donc, vous allez voir, il y a pas mal d'associations. Donc ce que je fais de plus en plus, en fin de compte, c'est qu'en premier cycle de culture, je fais de la salade. Donc là, vous avez plein de salades. L'intérêt que je trouve au niveau de la salade, en tout cas jusqu'à ce que les plantes aient pris leur place, c'est que vous avez déjà un premier niveau de production. Le système racinaire va être présent dans le sol, vous allez couper au collet la salade et donc vous allez avoir un peu de matière organique en train de se décomposer dans le sol et donc les plantes qui sont autour vont pouvoir aussi aller puiser dedans et s'en nourrir. Voilà. Après, je dis n'importe quoi quand elle commence un peu à monter en graines, parce que je le fais régulièrement, c'est que la coupe au collet, je la laisse là et elle va se décomposer progressivement. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal d'associations. Donc à l'automne, j'avais mis de l'ail, voilà, qui est en train tout doucement de terminer son cycle. Là, j'ai mélangé tomates, poivrons, aubergines. Il y a des salades. Cette année, ça a été difficile, j'ai trouvé, parce que entre les coups de froid, les limaces et compagnie, ça n'a pas été évident. Voilà, ça n'a pas été évident en tout cas dans ce début de jardin. Vous avez la rhubarbe qui est là, voilà, qui est maintenant globalement bien implantée. On a déjà pas mal mangé. Et après, vous allez voir, donc je vais vous laisser rentrer dans le potager, que les allées sont systématiquement taillées. Voilà. Alors, la raison pour laquelle je taille les allées, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'en taillant l'allée, vous limitez aussi le phénomène d'évaporation. Donc ça ne sert à rien de tailler la planche que vous avez à côté si vous avez une zone qui jouxte, qui est hyper sèche, puisque forcément se desséchant, au bout d'un moment, la capillarité, il y a une partie d'humidité qui va aller là. Tout à fait. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est pour le jardinier. C'est beaucoup plus agréable d'aller dans le jardin et de marcher sur un paillage que d'aller dans la gadoue. Tout à fait. Et la troisième, c'est qu'au bout de 2-3 ans, là, vous voyez là, c'est du bois broyé, vous avez en fin de compte un processus de compostage qui s'est opéré. Il vous suffit juste de passer une raclette, de récupérer cette belle terre humifère et de la remettre dans la planche. Donc vous transformez l'allée en zone à compost. Et ça fonctionne bien. C'est plus long, ça va prendre 3 ans à peu près, mais c'est à ce moment-là, rappelez-vous, en permaculture, un élément doit avoir plusieurs fonctions. Voilà, l'allée, ça sert à passer, ça sert aussi à faire du compost. Voilà. Et vous allez voir, dans un certain nombre d'endroits dans ce jardin-là, vous avez en tête de planche des fruitiers. Voilà.
Donc certains sont très vilains parce qu'ils ont la cloque. Voilà. Voilà. D'autres, comme ce cerisier-là, il est en train tout doucement de prendre sa place. C'est un colonnaire aussi. L'histoire des colonnaires, c'est pas mal. Hein. Il me plaît bien. Moi. Voilà. Et là, vous voyez Alors là, une association, en fin de compte, que j'ai testée depuis 2 ans. Là, cette année, je pense que je vais enfin avoir un vrai retour. Un mélange de fèves et de pommes de terre. Le premier élément positif de cette association-là, c'est toujours à cause des limaces. Quand vous avez les fèves et les pommes de terre, elles se partagent un peu entre les deux, ce qui fait que globalement, elles ne vous ratiboisent pas forcément complètement la pomme de terre quand elle commence à pousser. En tout cas dans mon jardin. Voilà. La deuxième chose, c'est que on voit donc progressivement. Alors le cycle de la fève est quand même assez rapide. Allez, d'ici un mois, ça sera terminé, même pas 3 semaines. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récolter les fèves, je vais couper les tiges et les épandre au niveau du sol. Donc les pommes de terre vont avoir à leur disposition progressivement une matière organique riche en azote qui va se décomposer et qui va les aider puisque les pommes de terre sont plutôt des plantes gourmandes. Elles vont aussi hériter du système racinaire tout simplement de la fève qui va lui permettre là aussi d'avoir un accès supplémentaire à la ressource azote. L'inconvénient, il y en a un que je suis en train de voir et je vais le faire sur la durée, c'est que les pommes de terre ont moins de lumière. Donc soit elles ont tendance à grimper, voilà, elles sont en train de grimper dedans. Donc forcément quand je vais enlever les fèves, elles risquent de se casser. Donc là il va falloir que je trouve un moyen de faire en sorte qu'elles ne se cassent pas et qu'elles ne s'abîment pas trop. Voilà. Pour autant, voilà, c'est la dernière fois que je le teste, je vais voir si les résultats sont globalement bons. C'est un système que je maintiendrai, que je trouve intéressant. Voilà. Juste derrière, vous voyez à nouveau, toujours le même principe, il y a la zone là n'a pas été laissée seule, là c'est de la vigne majoritairement avec des groseilles. Voilà. Vous avez derrière moi le compost du jardin. Alors, moi en fin de compte, j'ai pris le parti d'avoir un compost à ciel ouvert où je ne me prends pas la tête, j'ai quelque chose à mettre dedans, je le mets dedans. Alors, forcément, le processus de compostage est moins rapide que sur un compost que vous allez régulièrement surveiller, aérer, brasser, en équilibrant les apports, on va dire, de brun et de vert pour accélérer le processus de compostage. Moi, en fait, ce que j'ai plutôt là, clairement, c'est du lombricompost. Et ça m'intéresse. Voilà. Donc, c'est essentiellement une matière qui a été digérée par les vers de terre. Et pourquoi ça m'intéresse? Tout simplement, dans le milieu naturel, l'un des éléments les plus fertiles qui soit, c'est les turicules, donc les cacas de vers de terre. L'inconvénient du lombricompost, c'est que comme ça ne monte pas en température, forcément vous avez des graines qui restent dedans et qui vont tout simplement pousser à partir du moment où vous allez les prendre. C'est l'inconvénient. Voilà. Donc tous les ans ou tous les 2 ans, à la fin de l'automne, en fait, je vide tout simplement ce compost, je le filtre, voilà, je récupère la matière et puis après je le remets dans le compost. Donc là vous voyez des pommes de terre qui sont mises à pousser dedans. Voilà, et tout autour, donc ça c'est un point que je voulais vous montrer, vous avez en fin de compte de la consoude. Voilà. La fameuse consoude. Bon, Bocking 14 celle-là. C'est pas la consoude officinale qui est blanche. Alors, voilà, la consoude Bocking 14, le gros intérêt qu'elle a, c'est que c'est une plante qui ne se reproduit que par marcottage ou bouturage plutôt. Alors que la consoude dite officinale, elle graine. Et quand elle se plaît dans un endroit, elle peut s'y plaire beaucoup. C'est-à-dire qu'elle peut se répandre assez facilement un peu partout. Et donc au bout d'un moment, ça devient compliqué à réguler. Avec celle-là, j'ai pas ce souci-là. Donc qu'est-ce qui va se passer avec elle? Elle a déjà fait un premier cycle. Donc là, il y a encore des fleurs, donc je les laisse pour les abeilles. Vous voyez qu'il y en a plein. Voilà. D'ici, on va dire 1 mois, je vais tout couper. Je vais les débiter en petits morceaux ou le passer à la tondeuse, qui va me donner un magma, on va dire vert. Et là, je vais le mettre au pied des plantes les plus gourmandes. Parce que la consoude, il faut savoir, a un système racinaire profond qui descend au moins à 2 mètres dans le sol. Et vous voyez pourquoi je l'ai mis à côté du compost, parce que le compost étant à ciel ouvert, forcément durant l'automne et notamment l'hiver, vous avez pas mal d'éléments nutritifs qui sont lessivés dans le sol. Et là, le système de la consoude va aller le rechercher au fond du sol et le remonter dans ses feuilles. Et après, il ne me reste plus qu'à couper les feuilles et à les mettre là où j'en ai besoin. La consoude fait partie de ces plantes, on va dire, qui sont particulièrement fertiles en apport quand vous en avez besoin sur certaines zones de votre jardin. On dit que c'est un engrais vert, mais un engrais vert très puissant, la consoude. D'accord. Mais vous attendez que les feuilles, nous aussi elles sont à ce niveau-là, elles ont des fleurs. Entre nous, c'est juste une question, on va dire,
En clair, je pourrais dès maintenant le faire, mais comme Oui. je vois plein de fleurs, plein d'abeilles, j'ai pas le cœur. de Oui, la alors couper nous tout de aussi, suite. elle est comme ça. Donc en fait, Voilà. après, vous la coupez à ras. Je coupe à ras. Oui. Et il y a déjà, en fait, progressivement, là, je vais commencer à voir arriver des toutes petites repousses qui vont arriver. Voilà. Et logiquement, avec une saison où il y a quand même de l'eau, voilà, vous pouvez au minimum faire 2 récoltes dans l'année. D'accord. Puis vous la mettez là au pied. Et enfin, je la au mets, pied voilà. de- Voilà. de- Alors je la passe dans la tondeuse, il faut quand même un peu broyer tout ça. Oui. Et après, je vais surtout la mettre au pied des tomates. Ok, les tomates. D'accord. Voilà. Un peu au pied des poivrons, des aubergines, des plantes au D'accord. besoin, voilà. D'accord. Et donc ce qui va se passer assez rapidement, bah, c'est que tous les insectes qui sont là vont arriver, vont commencer à dégrader la matière organique. Les vers de terre vont venir, vont l'enfuir dans le sol. Voilà. Et donc ça va enrichir bah, tout simplement mon milieu. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ouais. Et juste derrière, donc vous avez vu là, vous avez un tas de bois, vous avez un compost et vous avez une mare. Voilà. Oui, alors. Donc quand je vous dis que je multiplie les milieux dans le jardin, c'est pas un vain mot. Voilà. Et donc la mare, alors, tel que mon jardin a été aménagé, bon c'est fait, c'est fait. Si je devais le réaménager, il y aurait sans doute des planches de culture de part et d'autre et la mare au centre. Comme on l'a fait à Mazol. Voilà. Pour autant, voilà, la mare reste un outil, enfin un milieu hyper important dans un jardin, aussi petite soit-elle. Vous allez avoir énormément d'insectes qui vont venir s'y abreuver, vous allez avoir les oiseaux qui vont venir, vous allez avoir le hérisson si dans le secteur qui va venir. Bref, il y a un vrai déficit de points d'eau facilement accessible. Alors attendez, je crois qu'il y a un lézard qui vient de tomber dans l'eau. Ok. Donc voilà, donc la mare, je la conseille vraiment dans un jardin. C'est un indispensable, je trouve. Et donc là, on a aussi une zone intéressante. Imaginez avant, j'avais un grand cerisier là qui est mort. En dessous, j'avais les framboises qui se plaisaient bien. Voilà, qui continuent de bien se plaire. Il est mort, j'ai gardé le tronc qui est en train là tout doucement de se décomposer. Voilà, juste derrière le rang. Voilà. Donc ça, c'est le tronc du cerisier. Voilà. Qui est maintenant recouvert tout simplement de lierre. Ça va encore prendre quelques années, mais pareil. Dans les écosystèmes, on a trop tendance à enlever le mort, en fait. Alors que le mort est une source de nourriture pour énormément d'organismes. Voilà. Et donc vous voyez, on peut très bien avoir un tronc. On a juste au pied de la vigne, finalement on voit plus le tronc. Il est complètement recouvert par la vigne, et puis point barre. Et il continue de faire tout simplement ce pourquoi il est là, c'est-à-dire de se décomposer progressivement, de nourrir les insectes xylophages. Et puis moi ça m'intéresse aussi tout simplement avec le lierre, parce que le lierre est une plante utile notamment pour les oiseaux en fin de saison, voilà, quand ils n'ont pas grand-chose à manger. Voilà. Et donc ici vous avez donc toute la partie framboise, et alors, je vais juste vous montrer là, dedans vous avez ici, quand je vous dis que les fruitiers aiment bien, là ça doit être de mémoire un couettier, voilà, qui est en train de pousser tranquillou. Ça pose aucun problème. Et donc là, j'ai mis mes réserves d'eau. Donc j'ai essayé plusieurs systèmes. Donc là, vous avez 2 bacs de 1000 litres. Et puis je trouvais que les bacs, c'était pas très joli. Donc j'ai tout recouvert de bois. Et maintenant, à nouveau, j'ai plusieurs fonctions. J'ai la récolte, bien sûr, de l'eau. La deuxième fonction, vous le voyez, tout de suite, ça a été colonisé pour y mettre mes plants, bien entendu. Voilà. La troisième fonction, qui est aussi une fonction esthétique, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Et puis la quatrième, j'ai mis aussi des bacs, parce que quand il pleut bien, ça me permet de récupérer quelques arrosoirs, tout simplement, dans les bacs. Voilà, et rien n'est perdu. D'accord. Et ça protège aussi. Et ça protège aussi le bois en partie. Parce que l'eau, c'est. C'est l'eau qui vient du toit de la cabane. Voilà. Il y en a, ils aimaient pas trop que le soleil tape dans le. Ah oui, pour pas qu'il y ait trop d'algues ou de choses comme ça. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, là, c'était des récupérateurs de type agricole avec une paroi épaisse. Voilà, donc là-dessus, j'avais pas trop d'inquiétude. Voilà. Donc voilà, donc vous retrouvez toujours le même système dans le jardin. Voilà, donc globalement ça se passe plutôt mieux maintenant. Voilà, enfin j'ai réussi à avoir des carottes. J'ai toujours du mal à avoir des carottes. Alors les moi. carottes, ça vient de la semence, donc c'est pas possible. Non, je pense que moi régulièrement c'est les limaces qui me les bouffent dès qu'elles sortent. Ça doit être les oiseaux, moi je dis pas possible. Voilà, donc voilà. Ah, ouais. Et puis progressivement ce que je vais faire, là pareil, vous avez vu, comment dire, j'avais, comment ça s'appelle déjà, c'est de la roquette, voilà, de la roquette, que j'ai laissé pareil monter en fleurs. Oui. Et puis d'ici une semaine ou deux, je vais la couper, voilà, je vais la mettre en paillage, et puis là je vais commencer sans doute à faire une autre culture. Donc soit je vais mettre des carottes, voilà, soit je vais mettre des haricots,
pour lancer la deuxième rotation. D'accord. Voilà. Je travaille de plus en plus sur la troisième rotation, c'est-à-dire que généralement début août, si je suis là, je lance les semis de mâche Oui, moi aussi. et de verdure asiatique. La verdure asiatique, c'est quoi? C'est vous tout ce qui est chou mettez- chinois, C'est ça. petsai, pak choy et compagnie. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est très bon en mesclin. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Oui. Ce qui fait que durant la saison hivernale, vous pouvez avoir encore un jardin vivant. En tout cas, moi, ça, je le constate de plus en plus. Où vous allez avoir, alors moi, souvent, les bulbes sont recouverts de mâches. Oui, moi aussi. Voilà. Là, je comprends. De verdure asiatique. Il y a les betteraves, voilà, jusqu'à -5, -6, ça encaisse Oui, sans les aucune betteraves, oui, difficulté. oui, oui. Voilà. Moi, je remets les navets, je remets des navets parce que j'arrive Alors. pas à avoir de navets parce qu'ils Je montent suis d'accord avec rapidement. vous. Et là, je remets les navets, Je la vais- mâche. voilà, les et radis puis- et chinois, radis les daikon, chinois, et voilà. Ah, voilà. Je Moi, remets je remets ça. alors pareil, ça fait partie aussi des choses que j'essaye, sauf qu'à chaque fois, en tout cas dans ce jardin-là, la difficulté que j'ai, c'est que les plantules se font dévorer par les altives. C'est pour ça, autrement j'aimerais bien. Oui, non, mais moi, je ne plante pas de navets au printemps, Voilà. je les plante qu'à l'automne après les pommes de terre. Et donc tout au fond, vous avez la Ouais. serre. Voilà. La serre qui, elle aussi, bah, vous avez vu tout de suite, j'ai optimisé l'espace, c'est-à-dire que j'ai mis, Vous avez mis tout de suite voilà, j'ai des... mis un pommier, voilà, Ah oui, donc oui. c'est de la reine de Renette. Il y a bah, Oui. tout Mais moi, elle est trop simplement. chaude, il faut que je mette ça. Voilà. Ah ouais, ça, Ah, c'est donc pas il y a mal. aussi un autre Ah oui, un péché des qui est en pêches train de de pousser. vigne. Voilà. Et l'autre intérêt de faire ça, c'est qu'au moment où on va avoir vraiment les très très grosses chaleurs, Ah oui, ça fait de l'ombre. ça fait de l'ombre. Voilà. Oui, oui, moi, je peux Donc, plus- ah, oui, faut donc que ça j'en c'est mette ça. plutôt pas mal aussi. Voilà. Oui, oui. Et l'avantage que j'ai, alors c'est une serre qui est certes un peu moins efficiente parce que elle est quand même un peu à l'ombre, donc les plantes se développent un peu moins vite, ça c'est clair. D'un autre côté, elle est bien protégée des vents dominants, elle est contre un mur, enfin voilà. Ah oui, elle est j'ai pas mal. pas de ouais, souci. ouais, ouais. Donc je vous laisse rentrer dedans si vous voulez aller la Oui, voir. oui, alors ça, Voilà, je- vous verrez les tomates essentiellement. oui. Donc, Parce que moi, c'est vrai qu'il fait trop chaud déjà dans la serre. Allez-y, allez-y. Ah ouais, ouais. Moi je la connais, donc je vous laisse y aller. Il faut récolter les graines ou pas De tomates Pour le moment, pas trop. Que ce soit. Pas trop parce que Moi, je suis plus sur ce cycle-là. Ouais. vous arrivez à avoir du avoir persil. des choses.